Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je pense que vous avez le son. Je suis Jérôme Legris-Pagès, enseignant à l'Université de Caen-Normandie, chargé de transformation pédagogique et responsable du dispositif de formation à la pédagogie universitaire au CEMU. Alors, je vais vous faire un retour sur une expérimentation que j'ai pu mener l'année dernière avec des étudiants en IUT autour de l'utilisation de Moodle pour jouer, faire un jeu de rôle sur forum, donc un jeu que j'ai choisi d'appeler ID Quest. Alors avant de commencer, je vais essayer d'aller vite sur ces parties-là, parce que mon temps est évidemment contraint. Quelques éléments quand même de définition et de contexte pour qu'on puisse se mettre d'accord sur ce qu'on fait ici. Le jeu est une notion qui peut être assez floue, c'est pour ça que c'est intéressant de la conceptualiser à travers, je pense, 3 attributs qui sont constitutifs de toutes les situations de jeu qu'on peut être amené à rencontrer. J'en ai observé depuis peut-être 25 ans que je m'intéresse à la question. Sur des milliers de situations de jeu que j'ai pu voir, il y a 3 attributs essentiels qu'on retrouve systématiquement. Le premier est celui de la régulation. Il y a un système de régulation, donc tout jeu est encadré par une règle, qu'elle soit formelle ou qu'elle soit plus tacite. On sait à un moment que ce n'est plus du jeu, qu'il n'y a plus le droit de le faire. Et le fait que cette règle existe, même si elle est plus ou moins formalisée, ça nous donne ce qu'on appelle le game. Le game, c'est cette structure dans laquelle les joueurs vont évoluer. Et le game, il est identique et imposé à tous les joueurs. Cet espace réglé, il est donc pensé. On parle dans les Game Studies, on parle de design, et c'est quelque chose qui est important à avoir à l'esprit. Deuxième attribut essentiel, celui de valorisation. On joue pour une raison. Vous connaissez peut-être l'adage « pas de jeu sans enjeu ». Ça me semble complètement effectif, et il y a un sous-concept à mobiliser. Une fois de plus, je m'excuse, c'est en anglais. On parle d'outcome, de gain si vous voulez, ce que le jeu va pouvoir nous apporter. Et tout joueur va s'investir parce qu'il y a quelque chose qui l'intéresse. Et il faut être très, très vigilant quand on produit des jeux, quand on conçoit des jeux, à veiller à ce que ça reste un jeu. Parce que s'il n'y a plus d'intérêt à jouer, cela cesse mécaniquement d'être un jeu. On n'est plus dans le concept. Et troisième élément, et celui-là il est fondamental, si on veut utiliser le jeu dans une perspective d'apprentissage, le jeu il permet d'évoluer. Entre le début du jeu et la fin du jeu, il se passe quelque chose. Les joueurs qui se sont saisis, alors vous avez vu le mot play qui est arrivé, le play par rapport au game, le play c'est la façon dont les joueurs vont se saisir du game, c'est la façon dont on va jouer. Donc, et l'évolution, je disais, les joueurs vont progresser. Si on joue 10 000 fois au même jeu, on va développer des compétences. Alors en Game Studies, on parle de skills. Donc avant que le mot soit popularisé chez nous, l'idée très importante est quand on joue à un jeu, on progresse. Alors parfois, ce n'est pas des compétences qui sont extraordinairement utiles. Peut-être que la compétence, ça sera appuyer très vite sur un bouton. Parfois, ce sera des compétences qui sont plus utiles, plus convergentes vers nos outils propres, vers nos objectifs d'apprentissage. Et enfin, et là je ne vais pas m'attarder dessus, on a des conceptions, évidemment, si c'est un concept, on peut aborder le jeu de différentes façons. On peut se centrer sur l'activité, on peut se centrer sur les joueurs ou sur les producteurs. Et dans le jeu dont je vais vous retracer l'histoire, je vais m'intéresser un petit peu à ces 3 conceptions-là. Le jeu, il a été développé dans un module qui s'appelle « Histoire des idées ». Histoire des idées, c'est un module passionnant de mon point de vue, dans lequel les étudiants sont amenés à s'intéresser à des sujets très variés. Je peux prendre n'importe quel type de thématique. Ce n'est pas attaché à un domaine géographique ou historique. Je vais m'intéresser à la façon dont les sociétés se construisent. Donc le but du jeu, c'est de développer quelque part l'esprit critique, de forger une culture générale. Et pour ça, on va s'intéresser à des sujets très variés, en histoire, en philosophie, en sciences politiques, en théologie, en histoire de l'art. Donc pour les étudiants, c'est une matière qui est difficile parce que ce n'est pas comme un module technique. Je fais des cours des fois de cartographie. En 30 heures, je sais ce que je peux amener à des étudiants. Et au bout de 30 heures, j'ai à peu près la certitude de pouvoir les amener à un niveau de compétence parce que ce sont des outils très clairs. Ici, la culture générale, on ne va pas corriger en 30 heures 20 ans d'inculture. Je suis peut-être un peu mauvais, mais c'est l'appétit peut-être qui fait ça. Mais voilà, on a un challenge qui est difficile parce qu'au-delà même de la compétence, on a une posture à changer. L'esprit critique, la culture générale, ce sont un peu comme les soft skills, sont des choses qui sont difficiles. Et c'est une vraie matière difficile. C'est pour ça que je le compare souvent au violon. On met du temps avant de sortir une note à peu près correcte, pour avoir un discours qui soit un petit peu construit.
Et de fait, ça fait une quinzaine d'années que j'enseigne ce module. Eh bien, je me suis aperçu assez rapidement que les stratégies pédagogiques très transmissives étaient plaisantes. Je raconte des histoires, les étudiants étaient contents, mais globalement, il ne se passait rien, il n'y avait pas d'apprentissage. Alors que, évidemment, quand on commençait à utiliser des pédagogies plus actives, et en particulier l'approche par le jeu, là, on commençait à avoir des résultats. Donc ça marchait bien, j'avais des bonnes formules, si ce n'est que l'année dernière, je suis passé de formules qui étaient complètement présentielles à des formules qui sont devenues complètement à distance. Alors comment on fait pour faire des jeux à distance et des jeux dans lesquels on s'investit pour travailler les objectifs et les compétences qui sont induites derrière? Alors, j'ai 4 hypothèses quelque part, je vais les formuler, vous n'allez peut-être pas les voir concrètement, mes 4 hypothèses. Là, il y en a une première qui s'inscrit ici. Quand on fait une expérimentation, on cherche à vérifier quelque chose. Donc, c'est la base de toute démarche scientifique. Et quand on construit une expérimentation, il faut s'assurer de préparer dès le début les éléments de vérification qui, en fin d'expérimentation, nous permettront de dire si ça marche ou pas. Les questions que je me posais, moi, elles tournaient autour de plusieurs choses. Première hypothèse, il faut proposer des jeux qui parlent aux motivations des joueurs. Si vous lisez la littérature et les méta-études sur le jeu, vous allez voir que par rapport aux autres pédagogies actives, en particulier par rapport à l'approche par projet, le jeu ne marche pas si bien que ça. Alors c'est toujours mieux que les pédagogies transmissives, mais ce n'est pas non plus extraordinaire, les résultats qu'on obtient. Ma première idée est que l'on ne mise pas assez sur la différenciation du type de jeu en fonction de la motivation des joueurs. C'est parce que parfois on oblige à jouer à des jeux qui ne sont pas des vrais jeux du point de vue du joueur, du point de vue de la diversité des joueurs. Donc il faut penser aux joueurs. Deuxième idée, le jeu est une activité qui est engageante. Le jeu permet d'atteindre ce flow, ce qu'on recherche beaucoup quand on travaille avec des publics en difficulté. Cette combinaison, le flow, c'est la combinaison du plaisir et de la satisfaction qui permettent de travailler sans compter ses heures. On a l'impression que le temps file, et c'est ce qui m'arrive souvent quand je fais une présentation. Voilà, on a non, pas pour vous, pour moi, c'est cette distorsion du temps, et le fait qu'on travaille de façon très intensive et très productive. Ça, quand on arrive à placer ces apprenants dans cette situation-là, évidemment, on est extrêmement satisfait. Et le jeu, me semble-t-il, est porteur de cette possibilité-là. Le jeu, il est également signifiant. Et il est à utiliser, me semble-t-il, pour aller en substitution des apprentissages les plus complexes. Si c'est pour juste aller sur des choses qui sont très mécaniques, très faciles, notamment tout ce que peut faire un exerciceur classique, ce n'est pas la peine de mettre en place une stratégie aussi lourde que la ludification. Donc le jeu, il est intéressant lorsqu'on va aller justement sur du changement de posture, des choses qui sont plus profondes, qui sont plus pluridisciplinaire. Donc il est intéressant, le jeu, pour aller aborder la complexité. Et enfin, le jeu, il me semble, il est disruptif au sens noble du terme. Le jeu, il permet de bouleverser les habitudes, et en particulier sur la question de l'erreur. Le jeu, ça va être à démontrer, est l'une des formules qui, à mon sens, permet le mieux de rendre l'échec productif. Quand vous faites un jeu vidéo et que vous tombez de la plateforme, vous réapparaissez en clignotant 3 secondes plus tard. Quand vous échouez à un devoir, c'est plus dur. Ce rapport à l'échec qui n'est pas grave du point de vue de l'enseignant, on passe notre temps à leur dire « c'est pas grave d'échouer, vous êtes là pour réussir » et pour apprendre à réussir, il faut aussi accepter d'échouer de temps en temps. C'est difficile à faire passer dans de nombreuses pédagogies actives, en particulier je pense à l'approche projet où l'échec, il n'est pas si facile que ça à capitaliser. Dans le jeu, on passe son temps à échouer. Et dans le jeu de rôle en particulier, et dans les jeux vidéo que je pratique un petit peu moins, on a un rapport très très positif à l'échec. L'échec est une des modalités qui permet de pouvoir construire l'histoire où ça diverge, mais ça n'est pas quelque chose qui arrête. Je ne vais pas m'attarder dessus, donc je vais passer très vite, mais j'utilise, pour pouvoir aller sur la question de la personnalisation des parcours pour mes étudiants, j'utilise des tests de personnalité qui me permettent de définir quel profil ludique ils ont. Donc avant de commencer mon année, je teste mes joueurs pour savoir quel type de motivation ludique ils ont. Donc on a différents modèles, j'utilise 2 modèles, celui qui est un petit peu plus ancien de Roger Caillois, qui date de 1956, où il définit des profils agonistiques, très compétiteurs, d'autres qui sont plus basés sur la chance, d'autres sur le mimicry, donc le simulacre,
le fait de prendre la peau de quelqu'un d'autre, d'autres qui sont plus sur le vertige. Et une fois que j'ai défini ces profils, moi, mon jeu, il est construit autour je sais qu'il va bien marcher avec certains profils. Ce qui fait que je vais enlever de mon jeu, je vais proposer autre chose à ceux qui me semblent incompatibles à cette formule-là. Donc ça ne sert à rien de faire jouer un joueur très compétiteur à un jeu de rôle, parce que certainement, de mon point de vue, il va à un moment ou à un autre cesser de jouer, il va être juste dans une activité. Donc il y a un autre modèle que j'utilise qui est celui de Richard Bartle, qui est plus récent, qui est issu d'un petit article de 96, et là il a un petit intérêt, mais je ne vais pas m'éterniser dessus. Donc j'ai créé ID Quest, ce jeu, dans l'objectif de pouvoir aller donc, travailler ses compétences, la rédaction, la culture générale. Et donc quand on crée un jeu, j'aime bien avoir ce petit tableau de bord parce qu'on n'a pas toujours un game designer qui est à proximité, on n'a pas toujours des moyens, on n'a pas toujours le temps. Et il y a aussi des fois des effets de culture ludique. Si on joue à un jeu de loi, il n'y a pas besoin d'avoir une culture ludique très approfondie. Quand on se lance dans du jeu de rôle, le jeu de rôle, c'est une forme un peu abstraite où, si on n'en a jamais fait, il y a un petit apprentissage. Donc, je place. Alors, si vous connaissez Monopoly, je pense. Europa Universalis, le jeu de plateau, je ne suis pas sûr que vous le connaissiez. C'est un jeu qui me paraît assez complexe. Il y a deux livrets de 80 pages écrits en Police 8 pour pouvoir comprendre les règles. Donc, ça me paraît être un jeu où on ne peut pas y rentrer tout de suite. Alors, un jeu de rôle sur forum, c'est un jeu de rôle, mais qui se passe sur forum. Et je vais utiliser le forum Moodle. Un jeu de rôle, c'est une forme de jeu de société. Donc là, ici, sur forum, on est en mode asynchrone. On n'est pas comme autour d'une table où on est un peu dans l'excitation. Et parfois, ça a aussi des effets pervers où c'est celui qui va parler le plus vite qui va influencer tout le groupe. Ici, on a le temps de construire sa réponse. Ça se passe sur forum. Chaque joueur va incarner un personnage fictif. On gagne des points d'expérience. On monte de niveau. Le principe là est vraiment centré sur la qualité de la narration et qui est construite par sédimentation des actions des uns des autres. Et puis, ce qui fait l'intérêt d'un jeu de rôle, c'est qu'on ne sait pas où ça va aller et on passe son temps à improviser en fonction de ce qu'on ressent de l'intrigue, du décor, de l'environnement et évidemment des autres joueurs. Donc, c'est une forme de jeu de société. Et le fait de l'avoir fait de cette façon, je l'ai pensé aussi comme une forme de classe inversée, dans la mesure où c'est moi qui vais lancer l'intrigue. Donc là, moi, j'ai lancé une intrigue dans un contexte qui est le Xe siècle scandinave. Je les ai fait jouer des hommes et des femmes du Nord à l'âge viking. Ça, c'est moi qui lance l'intrigue, je les contextualise beaucoup pour les déboussoler, 3 minutes. Et de fait, ils vont être obligés d'aller rechercher de l'information. On ne peut pas écrire des choses sur ce contexte-là si ce n'est pas un peu documenté. Donc, moi, ce que je veux faire à chaque fois, de toute façon, on est tous là, ce qu'on veut faire, c'est rendre lecteurs nos étudiants. Donc, les obliger à aller se documenter, synthétiser cette information, la rédiger, et puis ensuite, ils vont lire les uns et les actions, dire, penser des autres joueurs, personnages joueurs. Donc l'enseignant devient maître de jeu. Donc c'est un changement de posture important. Et puis les joueurs deviennent Volgo, le Viking, je ne sais pas les noms qui se sont inventés. Enfin d'ailleurs, je les invitais à prendre des noms classiques. Donc avant de commencer à jouer, donc je vous dis, je les ai testés, j'ai regardé qui était compatible ou qui n'était pas. Donc j'ai fait un test de compatibilité avec la formule ludique de jeu de rôle. Donc je leur ai rendu compte de cela en disant, voilà, pour moi, ça me semble compatible pour vous, ce jeu, faites-le, parce que ça va venir en substitution des 30 heures de cours, ou bien je vous proposais autre chose. Donc ce n'était pas rien, je ne vais pas m'attarder sur ce que j'ai proposé de façon alternative, ce n'était pas une forme de pédagogie transmissive. Pour que ça soit un peu pertinent, il ne faut pas qu'on compare des choses qui sont comparables. Donc globalement, ils se sont répartis. Donc il y a des étudiants qui ont suivi ce parcours, alors que là, les 13% sont des étudiants à qui j'avais déconseillé de le faire, mais ils ont souhaité le faire. Et puis les 5% sont des gens qui me semblaient compatibles, mais qui ont préféré faire l'autre parcours. Donc on crée des personnages pour essayer. Donc là, je vais aller vite. Ils ont créé des personnages. Là, j'ai fait un Lime Survey. Donc ils devaient à chaque fois se documenter pour pouvoir choisir habilement ce qui devait être fait. Il y avait une petite charte, une charte éthique à signer parce que, évidemment, dans un contexte où l'esclavage existe, le vol, tout ça, il y a un petit peu de... Ils avaient des notes, des points de score, donc ils ont créé tous leurs personnages, et ensuite on les a intégrés dans la base de données de Moodle, et également on a fait quelque chose pour que ça aille dans une base de données et aussi dans un glossaire, pour que les personnages puissent être en lien avec les messages sur les forums. Alors évidemment, pour toutes ces activités à distance, ce n'est pas pour le plaisir de mettre ma tête dans les diaporamas, il y a besoin de se rendre visible pour les étudiants.
Et un tour de jeu, comment ça marche? Donc je répartis les étudiants par table, ils étaient par table de 5 à 6, chacun à un endroit, je lance une intrigue, donc ce sont des textes longs, alors pour moi aussi ça prend un petit peu de temps parce qu'il faut que je me mette à un niveau d'écriture qui doit correspondre à ce que j'attends. Donc ce que vous voyez en rouge, ce sont des mots soit ce sont des personnages, soit ce sont des mots de vocabulaire qui sont dans des glossaires. Donc quand c'est en violet, c'est plutôt ce que je vais penser, et quand c'est en bleu, c'est ce que j'interagis. Et là, donc, une joueuse qui répond. Mon objectif, c'est de les faire écrire beaucoup et avec des choses qui sont pertinentes. Et puis, une fois qu'il y a eu tout un cycle, je leur laissais généralement 15 jours de cycle d'écriture, je faisais un débriefing pour leur dire, bon, bah ok, vous avez joué de cette façon-là, ça c'est correct, ça se fait passer comme ça, c'est bien, on ne va pas davantage faire le cours. Vous avez bien compris cet élément-là. Par contre, attention, là, ici, vous avez fantasmé. Vous êtes sur tel type de représentation. Donc, je mets le cours là où il faut, en fonction de ce qu'ils ont pu écrire. Donc, oui, une petite vidéo YouTube, mais c'est pour avoir les sous-titres. Et ensuite, une fois que j'ai fini mon débriefing, on repart, je relance l'intrigue, et ils peuvent repartir sur un autre cycle. Et de façon là, c'est sur la façon du déroulé, et en permanence, il y a un forum dans lequel ils peuvent avoir, évidemment, accès à plein d'informations sur le contexte, ils peuvent avoir des éléments, ils construisent, et ils passent beaucoup de temps à construire le glossaire sur leur personnage, et ainsi de suite, et évidemment des webconfs qui les aident. Ils sont évalués de différentes façons, évidemment sur la qualité des productions, donc s'ils ont un personnage qui est marin, ça m'importe qu'ils aient lu des livres sur la marine viking au Xe siècle, donc il en existe des ouvrages sur cette question-là, donc il y a un principe de congruence qui m'intéresse. L'exigence rédactionnelle m'importe aussi. Et alors, plus spécifiquement, et c'est issu du Moodle Moot de Bruxelles que cette information m'avait été remontée par mes collègues du CEMU, j'ai introduit le plugin Level Up qui me permet de pouvoir évaluer non pas la qualité, mais la quantité de leur activité. Donc, pour gérer les points d'expérience, pour gérer les niveaux, en fonction de ce qu'ils faisaient sur la plateforme. Donc, j'avais défini des événements qui leur faisaient gagner des points d'expérience. Et quand ils montaient d'un certain nombre de points d'expérience, ça les faisait basculer sur un niveau, ça leur débloquait parfois des petits exercices d'entraînement, ça leur bloquait des lectures, ça leur débloquait des différents éléments. Et ils se sont pris au jeu, parce que vous voyez, on gagne les points d'expérience un par un, donc il y en a qui, et là c'était pris en cours de jeu, donc il y en a qui se sont vraiment mis dans l'esprit de la dimension, et puis les niveaux leur permettaient de faire des actions plus importantes. Enfin, voilà, pour aller dessus. Pour conclure, est-ce que ça marche ou pas? Est-ce que ça a marché ou pas par rapport à ces éléments-là? Donc je vais juste me centrer sur peut-être deux éléments. Ce que vous avez ici, c'est un tableau où, sur la première ligne, j'ai pris tous les étudiants qui ont suivi ce parcours avec le jeu ID Quest. Et ce que vous avez en bas, ce sont ceux qui étaient sur un parcours classique, mais je vous dis, c'était une classe inversée, donc c'était pas si mauvais que ça. Et ce qui est intéressant, c'est que mes deux groupes ils étaient à peu près du même nombre. J'avais sensiblement 27, 28 étudiants dans chacun des deux parcours. Et ils faisaient le même devoir à la fin, qui est un devoir anonyme, puis je le corrige c'est une dissertation de type culture générale des concours de la fonction publique territoriale. Donc c'est quelque chose qui est assez normatif. Et ce qui m'intéressait de voir, c'est ici comment les choses avaient progressé d'un point à un autre. Donc au niveau de la consultation des plateformes, voilà, le nombre de consultations par semaine par étudiant était évidemment beaucoup plus important. Ils passaient leur temps à aller dessus, donc ça je m'en réjouis. Ce que vous avez, la ligne en dessous, la ligne milieu n'est pas inintéressante, c'est ceux que j'avais identifiés comme non compatibles, mais qui ont quand même choisi de le faire. Il n'y a pas eu alors ça m'embête un petit peu, mais il n'y a pas eu de miracle non plus. Pour eux, c'est effectivement, si c'est pas un type de jeu qui leur plaît, le fait de lire, venir écrire, imaginer des histoires, être dans ce monde fictif un peu onirique, ça leur a pas plu, et c'est normal. Du coup, l'activité leur a semblé assez lourde. Donc voilà, sur le décrochage, c'est là où il y en avait le plus. Alors, bien sûr, on note pas une dissertation la quantité de mots qu'il y a sur voilà, mais c'est un indicateur qui est quand même un petit peu signifiant. Quand on fait une dissertation où il y a 3 fois ou 4 fois plus de mots, on a plus de possibilités d'avoir de matière à corriger. Et au niveau de l'évaluation du devoir final, on a un bon qui est de l'ordre, voilà, presque de 2-3 points, 2 points et demi entre le parcours classique et le parcours ID Quest. Ce ne sont pas les meilleurs étudiants, d'ailleurs, je tiens à le dire, qui ont fait le parcours ID Quest. Généralement, les meilleurs ont une stratégie d'évitement des jeux. Parce que, évidemment, ceux qui sont bons, ils sont bons sur les formules classiques. Ils ne vont pas aller se mettre en danger dans une zone d'inconfort ici. Donc j'avais plein d'autres indicateurs qui me permettaient d'être ça. J'avais des témoignages d'étudiants qui sont très intéressants. Et voilà, je ne vais pas m'arrêter dessus.
Si, quand même, j'aime bien celle-là, cette petite bulle-là, parce que l'imagination qui est omise, et c'est vrai que ça, c'est une dimension qui est souvent négligée dans nos apprentissages. On ne joue pas assez avec l'imagination de nos étudiants, de les faire partir dans cette forme de créativité. À l'université, je pense qu'on gagnerait à le faire davantage. Donc je vous remercie. Je vous invite, si vous êtes intéressé, évidemment à poser des questions, mais si vous êtes intéressé par ce genre de stratégie, à commencer par jouer. Vous-même devenez joueur avant de faire jouer vos étudiants. Je reçois plein de collègues, je reçois des collègues qui me disent « j'ai envie de faire un jeu ». C'est difficile de faire jouer si soi-même on n'est pas joueur un petit peu avant. Donc c'est les vacances bientôt. Profitez-en, jouez, faites des jeux de rôle, parce que c'est une démarche qui est intéressante. Des jeux de rôle sur forum, il y en a plein qui existent. Et puis ensuite, vous allez voir qu'il y a plein de mécanismes intéressants que vous allez pouvoir repérer et pouvoir éventuellement transférer dans vos cours. Donc je vous remercie et je suis ouvert pour vos questions. Merci. Une question au fond de salle. Bonjour. Bonjour. Merci pour cette présentation, très instructive. J'avais juste une petite question au sujet des décrocheurs. Je voulais savoir quel indicateur vous aviez utilisé pour repérer le nombre de décrocheurs. Alors, le plus simple, donc j'utilise beaucoup le journal de Moodle. Donc, la connexion et la participation aux activités est ce qui est le plus révélateur. Et puis, ils ont aussi des devoirs à rendre régulièrement ou des activités à rendre à date. Donc, celui qui ne la rend pas, nécessairement, il bascule dans cette catégorie-là. Donc après, je leur fais des alertes un petit peu plus spécifiques. Ceux que j'identifie comme décrocheurs la première fois, la fois suivante, je leur envoie même un petit message personnel pour leur dire « Attention, il y a quelque chose à rendre demain ». Mais voilà, c'est comme ça que je les repère. Le journal, c'est une arme extraordinaire pour pouvoir contrôler l'activité des étudiants. Autre question ? Bonjour, merci pour la présentation. J'avais une question sur la qualité de la rédaction. Ceux qui ont fait le jeu ont écrit beaucoup plus de mots. Est-ce qu'au moment de la correction des copies anonymes, vous pouvez reconnaître un style d'écriture et potentiellement valoriser l'étudiant? Alors, pas vrai, enfin... Est-ce que c'est pas ce risque-là pas vraiment, dans la mesure où mon sujet de devoir final il est quand même assez aride. J'étais quelque chose sur l'échange et commerce où assez rapidement on commence à parler de choses pas très poétiques, là où je l'ai placé plutôt dans un registre différent. Donc non, j'ai pas observé ce glissement-là, et en tout cas j'ai pas pu l'identifier, donc je dirais pas que j'ai été influencé par ça. Mais c'est vrai que ça fait des fois du bien. Alors peut-être que intuitivement, c'est pour ça qu'ils ont des phrases avec une relative de temps en temps. C'est vrai que ça fait du bien à l'université. Mais oui, non, j'ai pas vu pour répondre à la question. Autre question ? Bonjour, Farida du CNP, Centre des nouvelles pédagogies de Grenoble. Je suis venue avec mes collègues. J'avais une question, j'en avais plusieurs. La première question, c'est de savoir combien de temps ça vous a pris pour développer tout ça, et incluant tous les tests de personnalité que vous avez développés, parce que ça m'intéresse beaucoup. Et la deuxième question, c'était de savoir si vous avez modéré le forum, ou vous avez laissé vos étudiants en roue libre pendant tous les échanges, ou s'il n'y a pas eu des moments où c'était nécessaire quand même de les recadrer, parce que justement, excès de créativité et nécessité de les cadrer un petit peu. Voilà. Alors pour la première question, pas trop de temps en fait, ou alors beaucoup de temps, parce que ça fait 25 ans que je suis dans tout ça. Il y a eu des années de vie avant, un peu plus de 25 ans. Mais voilà, ça n'a pas trop pris de temps parce qu'en fait, tout est déjà dans... Il n'y a pas eu à créer quoi que ce soit. J'ai demandé à installer le plugin. On m'a parlé du plugin. J'ai juste une fois parlé un petit peu avec les collègues du CEMU pour qu'ils puissent installer le plugin, que ça puisse se faire assez rapidement. Mais
globalement, j'ai pas eu un temps très important de préparation par rapport à ça, mais une fois de plus, parce que je baigne dedans. Et puis, alors, les tests, je les utilise, je les ai affinés avec des psychologues depuis une dizaine d'années. Donc ça, j'avais déjà tout ça qui était déjà préalable et que je veux bien partager à quiconque, il n'y a pas de souci. Et pour la deuxième question, alors je suis très mauvais, j'oublie toujours moi, quand on me pose 2 questions. C'était le modérateur. Ah, le modérateur. Alors j'avais un peu peur parce que, bon, je leur avais dit, attention, il y a quand même un risque. Alors dans un jeu de rôle, on fixe en tant que maître de jeu ce que le joueur a le droit de faire. Donc par exemple, si je suis, là on joue dans un truc où on est des moodlers, je sais pas comment on dit, des moodlers, des suiveurs de Moodle, on dit, là, je veux me lever et aller manger. Je vais les manger. Donc ça, c'est ce que va être le joueur, et ça définit son intention. Et donc en fait, le maître de jeu, il va dire si le joueur reste au niveau de l'intention, s'il va pouvoir engager l'action, et si éventuellement il va pouvoir définir la conséquence. L'intention, c'est je veux me lever pour les manger. L'action, c'est je suis en train de le faire, et la conséquence, c'est je suis déjà assis à la table. Donc quand ils écrivaient, moi je les limitais toujours à l'intention et à l'action, mais ils ne pouvaient pas définir la conséquence sur leur environnement et les autres joueurs. Donc déjà, ça cadre un petit peu de les limiter à ce niveau-là. Et puis, j'ai eu une fois quelque chose à limiter qui était à modérer, mais c'était juste sur la première intervention d'une joueuse qui n'avait pas compris, qui n'avait pas bien compris, donc on s'était revus, parce qu'en en fait, elle voulait aussi faire du voyage dans le temps. Alors je lui ai dit non, mais ça reste dans un environnement ultra réaliste, et elle voulait des super pouvoirs, donc en fait, c'était... Donc il y a eu juste cette modération, mais qui venait d'un problème d'ajustement en culture ludique. Mais pour le coup, les étudiants n'ont pas été modérés. Au contraire, il y a un mois, là, quand on a fini l'activité, ils m'ont demandé sur quelle plateforme ils pourraient continuer à aller jouer leur personnage. Donc je les ai rebalancés sur une plateforme extérieure à Moodle, parce qu'ils vont cesser d'être étudiants, et ils vont continuer à faire vivre leur personnage plus tard. Et la phase suivante serait de pouvoir faire émerger des maîtres de jeu parmi les joueurs pour pouvoir avoir aussi ces éléments-là. Alors, on a 2 autres questions. Je vais commencer par la personne en bleu et après monsieur. Merci, Christian Gentil, de l'Université de Limoges. J'utilise les jeux de rôle sur les forums pour des étudiants à la faculté de lettres. Sur un cours de connaissance de l'environnement numérique. Et j'ai 6 heures d'amphithéâtre pour des cohortes de 340 étudiants. Ils doivent produire des documents des scénarios de films type Black Mirror ou équivalent à la fin. Et ma question, c'est de savoir, est-ce que vous aviez évalué la participation des étudiants pendant le jeu de rôle, de manière qualitative et quantitative? Le temps Comment vous aviez pu donner une note, évaluer la participation d'un étudiant spécifiquement sur le jeu de rôle? C'est pas des grilles que j'ai moi-même produites. J'utilise des grilles d'évaluation. On a des grilles d'observation de jeux de rôle qui ont été faites il y a un certain nombre d'années sur. Je suis en train de chercher ma source. Je ne sais plus d'où j'ai récupéré cette grille. Voilà. Et donc moi, j'évalue d'abord la cohérence historique. Donc, je regarde s'ils ne me sortent pas des choses, s'ils ne me parlent pas de maïs, des trucs comme ça qui n'ont rien à faire à cette époque. Moi, j'ai cette première grille de lecture. Sur leur activité en tant que joueur, je regarde également ce qu'ils apportent à l'intrigue. Donc, c'est là où je vous dis, j'utilise une grille. Je me demande si elle ne vient pas de la Fédération française de jeux de rôle, qui en avait sorti une. Je me demande si ce n'est pas celle-là que j'ai reprise à un moment ou à un autre. Je regarde les sources, c'est-à-dire que je leur demande parfois, je leur envoyais des messages privés en disant cette information-là, parce que pour moi aussi, c'était pas facile de savoir ce qui se passait à Birka en Suède, il y a 1000 ans, de leur dire où est-ce que vous avez eu cette information, donc de pouvoir remonter la source, je leur demandais de pouvoir me donner l'information et de nourrir une bibliographie partagée. Donc ils étaient notés sur la fréquence, la qualité de leur intervention, et sur l'apport de la dynamique de ce que ça produit pour l'histoire. Moi, je m'occupais vraiment, je notais tout. Les autres joueurs les évaluaient surtout sur ce que ça pouvait apporter dans la dynamique de l'histoire. Et puis
Et puis après, évidemment, est-ce que on respecte les codes du jeu de rôle par forum? Est-ce qu'il n'y a pas de problème de niveau de langue? Est-ce qu'il n'y a pas de faute d'orthographe? C'est des choses que j'ai vues dans le devoir, ça. Cette sensibilisation progressive. Et d'ailleurs, ils faisaient très bien différence qu'ils avaient un autre forum dans lequel ils pouvaient échanger des informations et qui était avec des expressions j'ai vu un documentaire de ouf, des trucs comme ça, alors qu'ils donc avec ce genre de relâchement de parole qu'ils n'avaient pas du tout dans le forum jeu. Donc, mais ça m'intéresserait de discuter avec vous parce que moi j'aimerais bien monter en puissance. Je rêverais de pouvoir le tester avec des grosses cohortes. Parce que là, c'est assez facile, mais justement de pouvoir être avec des grosses cohortes ou la nécessité d'avoir des maîtres de jeu intermédiaires joueurs. Et sur le volume, je vous disais, c'était Level Up qui faisait la note. Une autre question? Oui, bonjour. Je me demandais comment vous avez réparti les temps de jeu synchrone ou asynchrone. Est-ce que vous avez joué là-dessus ou c'était simplement asynchrone et c'est quand il voulait? Exact. Comme sur un jeu de rôle sur forum où tout est en asynchrone. Alors généralement, on a un rythme que l'on impose, donc on n'est pas sur un temps où il faut être nécessairement présent. Donc ça existe, ces jeux de rôle. Mais là, c'est plus du jeu de rôle sur table virtuelle où on a plusieurs joueurs autour d'une table avec des webcams et ils jouent ensemble à distance. Là, on est vraiment sur le jeu de rôle synchrone à distance. Là, c'est du vrai asynchrone. Et je leur laissais plutôt le temps de réagir. Ils n'avaient pas le droit de pouvoir écrire 2 messages de suite. Et c'était plutôt conseillé d'être sur un rythme, de poster 3 messages d'une vingtaine à une cinquantaine de lignes par semaine. Donc c'était plutôt ça l'ordre d'idée que je leur avais donné. Mais il n'y avait pas de temps synchrone. Donc généralement, j'avais par table 2-3 messages par jour. Et donc votre volume de 30 heures? Du point de vue étudiant? Oui. Alors 30 heures, c'est 30 heures ça remplace la totalité du module. Donc je compte que c'est 30 heures, mais vu que ça contribue à un certain nombre de CTS, j'ai fait la multiplication pour leur dire que globalement, je m'attendais à ce qu'ils travaillent plutôt 70 heures sur le semestre dessus. On n'est pas si loin que ça. Certains ont, comme ce genre de pédagogie, ça appelle parfois au surinvestissement, peut-être parfois au détriment d'autres modules. J'ai eu quelques étudiants, je leur ai demandé d'évaluer le temps qu'ils avaient passé dans ce module par rapport aux autres, et puis le nombre de temps par semaine. En majorité, ils sont quand même en dessous de mes 70 heures de travail. Je dois être à une moyenne de 40-45 heures de temps de travail, tout compris, la lecture, les visionnages des vidéos, temps d'écriture. Et pour certains, il y en a certains qui se sont surinvestis avec beaucoup de temps de lecture, qui se sont aussi passionnés pour la période, donc et qui ont lu tout ce qu'il y avait à lire. Enfin, voilà. On est sur la littérature viking. Donc le piège marche plutôt bien, je dirais. Si le but du jeu, c'est d'amener les étudiants à travailler en dehors, au-delà du volume juste présentiel, leur dire que on va un peu plus. Donc là-dessus, j'étais plutôt satisfait de la chose. On va prendre une dernière question parce que c'est l'heure de passer au repas ensuite. J'ai 2 questions, mais la deuxième, je le passerai peut-être plus en personnel. La première, c'était sur les tests du profil ludique. Oui. Est-ce qu'il y a un moyen de les récupérer quelque part? Alors, oui, il y a. Alors, j'aurais dû couper ma montre. Je reçois plein de notifications gentilles, les notifications Twitter. Mais oui. Alors même, j'aimerais bien, idéalement, j'ai le projet de pouvoir en faire une petite. Un petit système pour pouvoir avoir ces informations, donc faire un petit programme qui permette de l'automatiser. Parce qu'actuellement, j'ai un Lime Survey, ça me fait des tableaux Excel, et puis à partir de là, je fais mes trucs. Mais sans souci, vous me contactez, je peux vous donner ce petit test-là. Enfin, il n'est pas si petit que ça pour les étudiants, une trentaine de questions. Nous allons être obligés d'interrompre ici l'atelier. N'hésitez pas à solliciter du coup. Ouais. Merci. Je vous rappelle le code.